sujet de ma communication, bien sûr, c'est les cartographies ou l'histoire des cartographies du Moyen-Âge islamique. Je ne dis ni arabe ni islamique, je dis le Moyen-Âge islamique parce que, comme vous savez, le Moyen-Âge islamique est le résultat de beaucoup de recherches et beaucoup de travaux qui étaient faits pas seulement par des Arabes et par des musulmans, mais par différents groupes ethniques, linguistiques, religieux. Et à cause de ça, j'évite les termes islamiques et les termes arabes. C'est le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge qui il a eu lieu dans une culture islamique. Pour commencer ce sujet, il faut que je parle un peu en détail de Claude Ptolémée. Claude Ptolémée, c'est le point de départ de l'histoire de la cartographie et l'histoire de l'astronomie mathématique en langue arabe. Claude Ptolémée, comme vous savez, est mathématicien, géographe, musicologue, opticien, né et mort à Alexandrie, et il nous laisse deux travaux qui font la base même de la cartographie du Moyen-Âge islamique et l'astronomie mathématique du Moyen-Âge islamique. En ce qui concerne l'astronomie mathématique, c'est son ouvrage qui s'appelle El Mageste. Et en ce qui concerne les cartographies, c'est son ouvrage qui s'appelle La Géographie. Les deux ouvrages occupent des places très importantes dans l'histoire de la pensée scientifique du Moyen-Âge islamique. C'est à cause de ça Al-Mageste a été traduit de grec en arabe 5 fois. Pourquoi? Pour avoir une traduction ou un texte fidèle à la pensée de Ptolémée. 5 fois a été traduit. C'est un travail colossal. Le Géographie a été traduit 3 fois, des syriaques et des grecs en arabe. Ça vous montre quand même l'importance de ces deux travaux dans l'histoire de la pensée, je dis tout court de la pensée humaine, pas seulement le Moyen-Âge islamique, mais le Moyen-Âge aussi et la Renaissance européenne. Les géographies qui étaient traduits en arabe à partir du 8e siècle, ce travail ne sera pas disponible en latin en Europe avant le 15e siècle. Donc ici, nous avons un décalage qui vous montre pourquoi les cartographies occidentales restent quand même, je dirais, emprisonnées dans certains concepts. C'est le concept de la map monde, le concept de ce que nous appelons dans l'histoire de la cartographie les cartes TO. Ces cartes TO, j'espère que je peux faire dessiner ça. C'est une forme de carte du Moyen-Âge. Il était fait sous l'influence biblique, dans le sens que nous avons les 3 continents, l'Europe, ici, l'Afrique et l'Asie. Et les 3 fils de Noé, chacun occupait un de ces continents. Et les descendants de ces fils de Noé fait les habitants de ce continent. Donc nous avons Éphis pour l'Europe, nous avons Sam pour l'Asie et nous avons Ham pour l'Afrique. Ici, ce concept et ce type de littérature biblique et des cartes sont faits à base de peintures. Et nous avons les plus fameuses cartes TO au monde se trouvent à la Bibliothèque royale en Belgique, aux sections des manuscrits, si vous passez par là.
il faut vraiment le voir. Ce type de cartes n'existait pas dans le Moyen-Âge islamique. Les Arabes ont passé directement aux travaux scientifiques. Voilà, dans l'Almageste, donc les livres qui s'occupent de l'histoire de la cartographie, cartographie céleste ou l'astronomie mathématique, Ptolémée nous donne ce que nous appelons le catalogue d'étoiles de Ptolémée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire d'observations relatives à 1022 étoiles visibles à l'œil nu avec les coordonnées de chaque étoile, c'est-à-dire les longitudes et les latitudes, en degrés et en minutes. Et tout ça divisé en 48 constellations, comme nous savons. Comme Ptolémée elle a fait ce travail pour Almageste, elle va faire les mêmes choses pour les cartographies. Elle va nous donner des listes de localités, 8000 localités au monde, avec les coordonnées de chaque localité en longitude et en latitude, en minutes, en degrés et en minutes. Et tout ça divisé selon un concept grec, c'est le climat. Je vous donne les détails de tous ces mots plus tard. La géographie est divisée en 8 livres. Les livres ici, c'est-à-dire chapitres, selon l'expression ancienne. Livres. Les premiers livres dans lesquels Ptolémée nous donne les différents types de projections. C'est quoi une projection? C'est-à-dire les techniques d'ouvrir une sphère, c'est la Terre, comme le ciel aussi pour les anciens, c'est une forme sphérique. Comment on peut ouvrir une sphère et mettre la sphère sur un support de 2 dimensions, une carte. Ici, il y a multiples façons de le faire. Mais chaque fois, et c'est inévitable, chaque technique elle a ses défauts. Comme elle a ses qualités, il y a ses défauts. Il y a des dizaines de moyens d'ouvrir un globe et mettre le globe sur un support de 2 dimensions. Les anciens, ils étaient familiers avec 2 techniques seulement. Je parlerai de ça plus tard. Aussi, dans le reste de l'ouvrage, donc ça c'est le premier chapitre, les deuxièmes jusqu'à le 7e, nous avons des listes, comme je vous avais dit, des localités divisées selon les climats grecs. Je vous parlais de quoi un climat. Et les listes contiennent 8000 localités. Maintenant, dans les géographies de Ptolémée, nous avons des cartes. Nous avons 27 cartes régionales des différents pays, des différentes régions du monde connues à l'époque. Et nous avons une carte du monde. L'existence de ces cartes fait un problème assez difficile à résoudre dans l'histoire de cartographie. Depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé la solution. Est-ce que ces cartes, elles sont vraiment de Ptolémée lui-même ou elles sont ajoutées plus tard à l'ouvrage? Ça, c'est un débat très long. Et il y a des écoles, il y a des gens qui sont pour et contre, et chacun, bien sûr, il a ses arguments et ses preuves scientifiques. Et le problème est toujours là. Mais vous imaginez maintenant les premiers chapitres sur les projections, et puis 7 chapitres sur les noms des localités avec les coordonnées. Mais qu'est-ce qu'il manque sauf faire des cartes? C'est à cause de ça, beaucoup des historiens de cartographie considèrent les géographies comme manuels de cartographie et pas de géographie descriptive, la géographie humaine ou la géographie économique que vous et moi nous avons eu à l'école. Ça, ce n'est pas le but de Ptolémée. Ptolémée, c'est un technicien et le but, c'était communiquer le savoir-faire des cartes, c'est-à-dire ouvrir les sphères
avec une projection qu'il a choisie. Lui, il a choisi les projections coniques pour ouvrir les cartes, et à partir de ce moment-là, les conclusions de ce travail, les géographies, est atteint. Donc vous voyez, le travail n'a pas si simple que ça. Les premières éditions de la géographie en Europe, donc les versions latines, parce que les manuscrits en réalité étaient en grec. Et les manuscrits se trouvaient à Byzance. Et ce n'est qu'après les conquêtes ottomanes et les prises de Constantinople que les manuscrits entraient en Europe. Elle avait des versions de ces manuscrits circulées aux pays arabes. Vous savez, Byzance et les pays arabes sont des voisins. Mais pour l'Europe, c'est venu avec les émigrés, avec les réfugiés byzantins qui sont venus en Europe. Les premières éditions s'étaient faites à Venise en 1475, c'est-à-dire 1475. Nous avons plusieurs éditions des les géographies les plus célèbres. Une des plus célèbres, c'est fait par les géographes belges Gérard Mercator. Vous savez, aujourd'hui, toutes nos cartes, tous nos plans, quels que soient les plans des métros de Paris ou les plans de l'état général de l'armée française, ils sont faits selon les projections de Mercator. Et Mercator, quand il a commencé sa carrière, comme beaucoup de géographes, il a fait une édition des géographies de Ptolémée. C'est peut-être, à mon avis, une des meilleures éditions. Il y a un autre à Ulm qui était fait aussi célèbre comme celle de Mercator, mais je dirais Mercator, elle était vraiment faite par un soin. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il a fait son édition à base de 5 manuscrits latins. Vous allez demander et pourquoi elle n'a pas allé directement au manuscrit grec. Elle était là, elle était disponible. Mais Mercator ne connaît pas les Grecs. Donc c'est à cause de ça, par scrupule et par savoir que les Grecs les manquent, il a fait les éditions très soigneuses à base de ces 5 manuscrits, comme je vous avais dit. Et toujours avec les 27 cartes, c'est-à-dire les 27 cartes régionales et les cartes du monde de Ptolémée. Le monde de Ptolémée, c'est un monde très restreint. Ce monde commence par les longitudes 1. Les longitudes 1, n'a pas de longitude 0, hein, ça c'est plus tardif. Mais la longitude 1 passe par les îles Canaries, et notamment par les plus méridionales de ces îles, c'est-à-dire l'île de Fères. C'est les plus petites îles de l'archipel. Et elle progresse jusqu'à les longitudes 180, qui passent par la Chine, par Cathay, c'est une ville en Chine, et c'est ça le monde de Ptolémée en ce qui concerne les longitudes. Nous avons 180 degrés. En ce qui concerne les latitudes, commence par le nord. Bien sûr, le point de départ, c'est l'équateur, qui va jusqu'au nord de l'Europe. Et puis, les zéros, c'est l'équateur eux-mêmes. Elles ne descendent pas plus loin qu'un degré ou deux après l'équateur. Voilà. Maintenant, l'attitude des Ptolémées était très hostile à certains cartographes qui s'appellent Martin ou Marin de Tyr. Marin de Tyr a donné une extension beaucoup plus grande au monde que Ptolémée fautivement
elle a rejeté en faveur de le monde que je viens de vous dire. Je peux vous montrer ici un transparent qui nous montre le monde de Ptolémée. Et ce monde de Ptolémée, il reste plus ou moins valable jusqu'à 1492, quand Christophe Colomb découvre l'Amérique. Je ne sais pas, est-ce que c'est assez clair ou... Bon. Comme vous voyez, c'est les projections coniques. Vous voyez les formes de cône quand vous fermez la carte. Vous avez ici les bornes occidentales du monde. Les longitudes 0 passent par ici. Et les longitudes 180 qui passent par la Chine ici. Nous avons ici l'Afrique. Et l'Afrique se joint à l'Asie. Vous voyez ici. Et l'océan Indien, c'est un lac. C'est une mer fermée. Voilà le monde que nous avons reçu des cultures grecques hellénistiques, qui restent avec des modifications, comme nous allons voir, portées par les Arabes, par les cartographes du Moyen-Âge islamique, jusqu'à l'époque des découvertes de l'Amérique, qui chaque auditeur à ce moment-là de la géographie de Ptolémée, elle va ajouter une série de cartes modernes. On appelle ça les cartes modernes. Elles sont des cartes inspirées par Mercator, et chaque cartographe ajoute les nouvelles découvertes dans ces cartes. Les deux concepts sont très importants dans ce domaine. Bien sûr, les premières, c'est les projections. Comme je vous avais dit, il y a deux types de projections connues pour les anciens, les orthogonales et les coniques. L'orthogonale, ce sera défendu par Ératosthène, le grand géographe, c'est lui qui a fait les premières mesures de circonférence de la Terre, que les Arabes ils vont ajuster ça après, nous allons voir ça tout de suite. Et Mercator va prendre les projections coniques. Et les cartes du monde que je viens de projeter fait sur ces bases. Autre concept très important, c'est le climat. Et ça, c'est avant Ptolémée. Vous avez les cartes du monde, comme ici, divisées en longitude et en latitude. Mais les Grecs, ils ont trouvé une autre division des cartes, en 7 bandes horizontales. Chaque bande horizontale, elle a les spécificités que le jour le plus long de l'année, le solstice, elle a les mêmes durées dans toutes les bandes, dans toutes les bandes. Et si on déplace d'un climat à l'autre, il y a une différence de demi-heure, 30 minutes. Donc, si c'est le premier climat, disons, à 13 degrés à midi, à l'heure, donc les climats suivants, ce sera 13,5, et le suivant sera 14, 14,5, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à 16 heures, les extrêmes nord. C'est une division astronomique, rien à voir avec les cartographies. C'est les mesures de la luminosité,
les durées de journée dans une bande horizontale qui couvre toute une région du monde et en déplaçant, comme je vous avais dit, il y a 30 minutes de différence. Les plus grand nombre d'observations astronomiques qui étaient faites pendant le Moyen-Âge islamique se trouvent dans les climats 4. C'est les climats dans lesquels Lazare a vu que les villes de Bagdad se trouvent, les villes de Caire se trouvent, et là-bas c'était bien sûr les centres de recherche, comme certainement M. Jabbar l'a expliqué la fois passée, c'est les centres de culture scientifique et de recherche scientifique. Donc tout ce que nous avons comme de renseignements, comme données d'observations mathématiques, ils ont fait dans les climats 4 ou dans le 4e climat, comme je vous avais dit. Avant que je parle en façon spécifique de la cartographie des Arabes, j'ai envie quand même parler de certaines généralités. La première chose, et c'est peut-être un peu choquant pour beaucoup de gens qui ne sont pas des cartographes, qui n'en avons reçu jusqu'à aujourd'hui aucune carte islamique ou arabe faite selon les géographies mathématiques. C'est un domaine restant encore vierge. C'est un domaine, ici parmi nous, il y a quelqu'un qui s'intéresse dans l'histoire de cartographie et là les bagages linguistiques et scientifiques qui le permettent, je le conseille de travailler dans ce domaine. C'est un domaine à exploiter. Il y a des centaines de thèses de doctorat qu'on peut faire sur le sujet. Il y a à l'état actuel, et les chiffres que je vous donne, c'est l'estimation les plus modestes, les plus réelles. Il y a à l'état actuel à peu près 6 millions de manuscrits arabes à découvrir, à étudier, à traduire, je dis même à comparer avec ce qu'il avait en Occident. 6 millions. Donc nous sommes ici très prudents parce que le domaine de l'histoire de cartographie céleste, c'est un domaine qui était né, je dis la cartographie céleste, je parle de la cartographie terrestre bien sûr. C'est un domaine qui était exploité les premières fois à la fin du 19e siècle par Joachim Lowell, un orientaliste et cartographe et mathématicien au pair polonais qui a passé sa vie comme réfugié politique à Bruxelles et a d'ailleurs été à l'époque arrêté par la police plusieurs fois en disant que c'était un vagabond. Il était un vagabond effectivement et il nous laisse un travail classique qui s'appelle les géographies du Moyen-Âge en 6 volumes. C'est le premier travail qui a été fait. Et depuis le Lowell, la fin du 19e siècle, jusqu'à la fin du 20e siècle, nous n'avons pratiquement rien. Ce n'est que récemment, des collègues à moi et à moi-même, nous avons retourné pour travailler dans ce domaine. Donc, vous voyez ici, je serai très prudent. Par exemple, je vous donne des problèmes que nous n'avons pas les solutions jusqu'à aujourd'hui. Nous avons les cartes de l'Idrissi. Vous avez peut-être entendu parler de l'Idrissi. C'est un géographe marocain, d'origine marocaine, qui a fait sa carrière et sa formation en Andalousie, donc au XIIe siècle. Il était le géographe et le cartographe de Roger II de la Sicile. Il a fait pour Roger II une carte du monde en 2 versions, une version à longitude et l'autre version en disque. Et la 3e version, c'est le même disque, mais gravé sur un disque en argent qui était perdu. Eh bien, nous savons pas jusqu'à maintenant comment
les Idrissi, elle a influencé les portelains qui étaient faits ici en Europe, notamment à Gênes, en Italie, à Venise et à Catalogne, en Espagne. Voilà, c'est un des énigmes de l'histoire des cartographies qui nous occupe pour le moment. Autre Marocain, El Marrakouchi, un des très grands historiens, pas seulement d'astronomie, mais aussi un historien un instrument scientifique. El Marrakouchi aussi, il nous donne des portelains, et ici j'ai un transparent d'un de ces portelains, avec des centaines de localités côtières. Exact. Comment il est arrivé à faire ça, nous ne savons pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que manque bien sûr des exploitations de la littérature qui, je viens de vous dire, tout à fait reste enfermée dans des manuscrits, dans des collections privées ou publiques. Les Arabes et les cartographes du Moyen-Âge islamique, ils ont fait toute une série de tables. C'est la base même de leur cartographie. Des tables selon les modèles de Ptolémée, de longitude, de latitude, calculées en degrés, en minutes et certains en secondes. Très peu. Et mon collègue David King, professeur d'histoire de l'astronomie arabe à Francfort, travaille sur ce type de cartes depuis des années. Elle a trouvé des cartes calculées au seconde. Donc, vous voyez l'exactitude. Et les Arabes, ils ont fait des cartes basées sur les tables des données géographiques, longitude, latitude, des climats, et injecter ça dans leur carte. En même temps, elles ont aussi fait certaines modifications dans les cartographies de Ptolémée. Les premières modifications, c'est que je ne sais pas vraiment opérer. Les premières modifications, c'est que l'Afrique ne joint plus, comme nous allons voir sur les cartes, l'Asie. Donc nous avons le queue de l'Afrique entouré de l'eau et ne joint pas l'Inde comme c'était le cas dans les cartes comme ici chez Ptolémée ou ses successeurs. Ça aussi est quelque chose tout à fait neuf dans l'histoire de la cartographie de l'époque. Autre innovation, vous savez, quand les Arabes commencent à traduire l'Almageste de Ptolémée, ils étaient confrontés par un problème qui a causé vraiment une crise scientifique chez les Arabes. C'est quoi? Ptolémée parle de quelque chose que les Arabes n'ont jamais entendu parler, de l'estade grec comme unité de mesure. Qu'est-ce que l'estade grec dit à un Arabe? Rien du tout. Et elle donne les mesures de la Terre, les circonférences de la Terre, en stade grec. Pour avoir une traduction fiable, correcte et juste de l'Almageste, il fallait faire les mesures de circonférence de la Terre pour déterminer les valeurs de l'estade grec en rapport avec les 1000 arabes. Ça s'était fait. C'était fait à plusieurs reprises dans l'histoire de la cartographie du Moyen-Âge islamique. Les califes El-Ma'moun, et nous sommes ici au 8e, fin 8e, début 9e siècle de notre ère. C'était le 7e calife abbasside. C'est un homme, c'est un philosophe, un homme de science. Nous avons de lui, de ses propres écrits,
4 épîtres sur le libre examen, sur le libre arbitre, c'est quelqu'un rationaliste qui a demandé à ses traducteurs de donner les valeurs à 1000 arabes de l'État grec. L'expérience était faite, très simple. Ils ont choisi un endroit entre Raqqa, c'est une ville en Irak d'aujourd'hui, entre Raqqa et Palmyre, en Syrie, où les terres, le désert, connu pour être très plate. Et là-bas, une émission de 40 hommes de sciences, mathématiciens, astronomes, cartographes, géographes, même juristes, étaient dans cette émission. Ils sont allés à cet endroit, ils ont pris l'auteur de l'étoile polaire, ils ont donné à cet auteur les valeurs 0, et ils ont planté par terre ce que nous appelons gnomon. Gnomon, c'est quoi? C'est une tige que nous utilisons généralement dans les cadrans solaires. Ils ont planté une tige. Ils ont tiré une corde jusqu'à ce que l'étoile polaire augmentait 1 degré. On arrête, on met une autre tige à ces places-là. Et on prend les mesures de cette distance. C'est la distance d'1 degré. Comme nous savons, tout cercle est 360 degrés. La sphéricité de la Terre, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'était pratiquement jamais mise en question, sauf par quelques métaphysiciens à l'époque présocratique. Mais la sphéricité de la Terre, elle était tellement facile à prouver et à concevoir qu'elle n'a jamais été mise en question. Donc, on prend cette distance, on multiplie ça par 360. Et dans 2 minutes, vous avez la circonférence de la Terre. Et c'est comme ça, les mesures d'Ératosthène qui étaient faites à Syène, c'est à Aswan d'aujourd'hui en Égypte, avec les méridiens qui étaient présumés les mêmes entre Alexandrie et Syène, étaient fautifs, étaient exagérés, parce qu'en réalité, le problème avec Ératosthène, que ce n'est pas les mêmes méridiens, comme l'a présumé. Il y a 5 degrés de différence. Et c'est ça qui fait la différence. Eh bien, cette expérience qui était faite par les astronomes, par les hommes de sciences d'El Mamoun, était répétée 4 fois. Vérifiée 4 fois pour être sûr que les mesures sont correctes. Jusqu'au XIe siècle. Et à ce moment-là, nous avons El-Biruni, un homme de sciences, grand mathématicien, grand géographe, grand astronome. Elle va faire les mêmes expériences, mais avec une autre technique. El-Biruni, elle va choisir une montagne en Inde, parce qu'il a passé une bonne partie de sa vie en Inde, El-Biruni, et c'est lui qui l'a nous ramené en Orient et plutôt en Occident les mathématiques indiennes, l'astronomie indienne, même la philologie indienne. Elle a ramené, c'est les plus grands sanskritistes au monde de son époque. Et c'est l'auteur de ces montagnes, 652,05 codés. Et sur ces montagnes, elle monte sur ces montagnes, et puis elle prend avec un astrolabe ce qu'il appelle l'angle de la dépression horizontale, qui se trouvait à 34 degrés. Il conclut que les valeurs des degrés de la ligne de midi est environ 58 000 arabes, à savoir 113 km environ. Et arrivé finalement pratiquement au même résultat que les émissions d'El Mamoun. L'émission d'El Mamoun était faite au début du 19e siècle et les expériences d'El-Biruni
date du XIe siècle, donc nous avons à peu près 200 ans de différence, mais ça, il ne faut pas être étonné. Je vous dis, j'utilise ici une expression que notre collègue Sabra, Abdurrahman Sabra, notre collègue à l'université de Harvard aux États-Unis, elle a dit, et c'est à juste titre, et je répète ça maintenant, les Arabes étaient, j'ai dit, obsédés par les vérifications. Tout ce qu'ils ont reçu, ou presque, était vérifié. Et si l'expérience d'El Mamoun était faite 4 fois, une fois entre Reka et Palmyre, comme je vous avais dit, et deuxième fois dans les déserts des Sinjar en Irak, et chaque fois était répétée 2 fois. Nous avons 4 fois l'expérience. El Biruni, 200 ans après, elle dit non, je vais vérifier encore pour être sûr que les mathématiciens, les astronomes d'El Mamoun ne nous ont pas fait une faute. Donc, voilà, c'est aussi une contribution qu'il va modifier. Il va modifier les cartes du monde. Pourquoi? Parce que l'estimation qu'il nous donne, c'est, je vous cite les chiffres exacts, selon les calculs de notre grand maître Carlo Alfonso Nallino, un professeur d'histoire de l'astronomie arabe à l'université de Caire, un grand orientaliste qui a professé l'histoire des sciences en arabe à l'université de Caire. Carlo Alfonso Nallino fait les calculs. J'ai ici les calculs donc del Biruni et des astronomes de Mamoun, 41.200, donc 41 000, 248 km les circonférences de la Terre. Les calculs d'aujourd'hui, c'est 40 000, pas 41 000, 40 070 km. La différence en réalité, comme Nallino l'a dit, ce n'est pas une faute des Arabes. Les Arabes ils ont fait les mesures pour avoir les circonférences de l'équateur, qui est fatalement beaucoup plus, parce que les Terres n'a pas 100% sphérique, comme nous savons. L'équateur était beaucoup plus longue que les mesures qui étaient faites plus tard par des Grecs et des gens de la Renaissance. Aussi, ils vont faire, comme je vous avais, des tables. Ils ont fait des tables de longitude, de latitude, comme je vous avais dit, des tables de sinus. Les plus célèbres et les premières de ces tables, j'ai ici je peux vous montrer un exemple de ces tables. Vous avez ici le nombre numérique 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8. Vous avez les noms de la localité, que ce soit une ville, village, montagne, lac, source, fleuve, l'importe. Et puis vous avez ici les longitudes en degrés et en minutes, et les latitudes en degrés en minutes. Il n'y a pas de chiffres comme vous voyez, il n'y a pas de chiffres arabes que vous et moi utilisons aujourd'hui. Il n'y a que des lettres. Et les Arabes donnent une valeur numérique des lettres. Vous allez dire maintenant, et pourquoi on n'utilise pas les chiffres arabes dans un travail pareil? C'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que les Grecs ont fait ainsi. Ils sont tellement subjugués par les Grecs que c'est rare quand un mathématicien, un astronome arabe ou islamique utilise les chiffres arabes que vous et moi, nous sommes heureux de l'avoir. Qui utilise ça finalement? C'est le comptable, c'est l'épicier du coin, dans les calculs rapides, pratiques. Mais eux, il faut comme les Grecs.
Ça, c'est en soi, et peut-être Ahmed Jabbar, vous parlez de ça 2 heures, mieux que moi, mais ça, c'est créé un problème ici, parce que l'ordre les lettres de l'alphabet n'est pas les mêmes. L'ancien alphabet arabe n'a pas le même ordre de l'alphabet arabe d'aujourd'hui. Et encore, il y a 5 lettres qui ont des positions différentes entre les Maghreb, donc l'Afrique du Nord, et le Mashriq, à partir d'Égypte jusqu'à la Perse. Vous voyez les complications pour éditer un travail comme le travail. Ça, c'est une table, enfin partie d'une table de El-Khawarizmi. Peut-être c'est lui qui a fait les premiers livres dans les géographies mathématiques en arabe. Et ces livres étaient faits pour réviser, pour corriger, pour mettre à jour les données de Ptolémée dans son géographie. Je vous montre ici aussi un autre. Vous voyez les nombres. Et puis vous avez la localité. Et vous avez ici la longitude, la latitude, en degrés et en minutes. Les secondes, c'est plus tard. J'ai cité David King, notre ami et collègue de Francfort, et je cite ici encore une fois dans ce contexte à propos de l'amour des Arabes ou des musulmans pour les tables, comme vous voyez. Voilà, je les cite. Citation. Les astronomes musulmans ont eu une véritable passion pour les réalisations de toutes sortes de tables. C'est presque une manie chez les cartographes, chez les astronomes, chez les géographes du Moyen-Âge islamique. Autre innovation que les Moyen-Âge islamiques apportées à la cartographie, à la géographie de Ptolémée, c'est les méridiens de référence. Je vous avais dit, chez Ptolémée, voilà le monde de Ptolémée, le monde, c'est-à-dire le monde habité. Quand j'ai dit le monde, peut-être je n'ai pas précisé malheureusement au début, mais ici c'est le monde habité. Ce monde habité, elle va de longitude 1 jusqu'à 180. Les Arabes, ils ont dit non. Il faut que les longitudes se soient calculées, se soient présentées comme les latitudes. Pourquoi les latitudes? On prend l'équateur et on dit nord de l'équateur, sud de l'équateur, en disant 1 degré, 2 degrés, ainsi de suite, nord de l'équateur, ou moins 1, moins 2, sud de l'équateur. Nous allons faire les mêmes choses pour les longitudes. Ils ont, pour les premières fois, introduire les méridiens de référence, les méridiens zéro. Comment ils ont trouvé ça? Eh bien, vous savez, comme dans le cas de beaucoup des éléments d'astronomie et de mathématiques en arabe, l'origine est indienne parfois. Et grâce à Al-Biruni ou deux autres aussi qui ont séjourné en Inde, ou des Indiens qui ont pratiqué leur connaissances scientifiques et philosophiques en Orient, et notamment à Bagdad. Ils ont trouvé que les Indiens en parlent de ce que les Indiens appellent la coupole de la Terre. C'est l'île de Sri Lanka d'aujourd'hui. Pour les Indiens, de cet endroit-là, c'est le centre de la Terre, selon les mythologies indiennes. Et là-bas, le ciel forme une coupole pour eux, et c'est la coupole de la Terre. Eh bien, les Arabes ont pris ce concept, qui n'est pas scientifique chez les Indiens, c'est religieux, c'est mythique. Ils ont pris ça comme un méridien zéro. Et ça passe donc ici, parce que c'est ça, ici c'est l'île de Ceylan, on passe ici,
0, et on commence à calculer moins 1, moins 2, 3, ainsi de suite, et plus 1, plus, comme le faisons aujourd'hui. Et grâce à ça, ils ont trouvé que le monde de Ptolémée est trop petit, trop restreint. Et ils ont poussé les bornes orientales du monde encore plus loin jusqu'à les frontières de la Chine. Ça aussi, c'est une innovation que nous utilisons ça aujourd'hui sans rendre compte de l'origine de notre méridien de référence. Bien sûr, les cartographes, les géographes, les astronomes du Moyen-Âge islamique, ils étaient conscients qu'il n'y a pas de coupole. C'est une hypothèse. Comme vous parlez d'équateur, il n'y a pas d'équateur, c'est une hypothèse. Il n'y a pas de constellations, il y a des groupes d'étoiles. Mais les constellations que nous appelons les vierges ou le taureau, il n'y a pas de taureau dans le ciel, il n'y a pas de vierge dans le ciel. Donc, vierge peut-être, je ne sais pas, mais enfin, taureau certainement pas. Voilà, et pour ce concept de le copole de la Terre, moi j'étais étonné, j'ai passé 2 ans à préparer des travail, un livre que j'ai publié avec mes collègues sur Christophe Colomb, c'était en 1792, pour fêter les 400 ans de la découverte du Nouveau Monde. J'étais étonné du nombre des savants occidentaux pendant le Moyen-Âge, au temps moderne, qui crut fermement dans l'histoire de le copole de la Terre. Par exemple, Adila Rovbas, en anglais, c'est lui qui a introduit les sciences arabes en Angleterre. Il est adhérent à ce concept. Nous avons Albert le Grand en Allemagne. Nous avons Roger Bacon. Nous avons ici en France Pierre Dailly. Pierre Dailly, il a consacré dans son Imago Mundi, ce travail de 3 volumes en édition française qui était publié au Canada, plusieurs chapitres sur le copole de la Terre. Et dit Pierre Dailly, Christophe Colomb, il a appris la connaissance des concepts et Christophe Colomb a défendu ce concept. Vous savez, Christophe Colomb, il avait plusieurs livres à côté de lui, qu'il lit tout le temps pratiquement et note tout le temps. Parmi eux, la Imago Mundi de Pierre Dailly. Et c'est là-bas qu'il a appris ce concept des circonstances de la Terre. Aussi, leur contribution, les Arabes, dans le domaine de, bien sûr, les trigonométries sphériques. C'est un domaine qu'ils ont introduit ça dans les cartographies. Et ici, parce que le temps passe vite, je constate, je vous cite une citation d'Abul Wafa al-Burjani. C'est un astronome musulman et était les maîtres d'Il-Biruni, celui qui a fait les musées de circonférence de la Terre en Inde. Et voilà les citations ici, qui vous trouvez ça dans le travail de Yusevich sur les mathématiques arabes, à page 134. Qu'est-ce qu'il dit? Donc Abul Wafa qu'il parle maintenant. Dans ses livres, dans son livre donc à lui sur les trigonométries, dans ses livres, nous avons ouvert une voie qu'aucun de nos devanciers n'avait empruntée avant nous. Nous avons évité les méthodes connues lorsque leur pénétration était difficile aux étudiants, comme par exemple la méthode quadrilatère ou les règles d'ici grandeur. Nous avons aussi introduit plusieurs propositions dont les Grecs n'avaient pas parlé. Bien sûr, c'est les
les géométries sphériques ou les trigonométries sphériques. Nous avons calculé les tables, en cours des tables, avec les plus grands soins. Voilà quelques réalisations, quelques innovations dans le domaine des cartographies mathématiques que les Arabes ou les savants du Moyen-Âge islamique, pour être très correct, ont fait. Je vous parle très brièvement parce que je ne sais pas si je suis permis encore des... oui, enfin, encore quelques minutes, sur les contributions cartographiques dans le sens des cartes des deux dimensions. Le point de départ, bien sûr, comme je vous avais dit, c'est le Géographia de Ptolémée. À peine le Géographia de Ptolémée, ce sera disponible en arabe. Nous avons le Khawarizmi, et je vous rappelle le Khawarizmi, certainement mon collègue et ami Ahmad Jabbar va parler de ça dans sa contribution sur les mathématiques arabes. C'est les titres de son ouvrage Al-Jabr ou Al-Muqabala. Nous avons les titres, les noms algèbre. Ce n'est pas lui qui a inventé l'algèbre, mais les mots que nous utilisons viennent des titres del Khawarizmi. Dès que le travail de Ptolémée disponible en arabe, et le Khawarizmi, il fait un ouvrage, voilà les pages des titres, dans l'édition de 1926, s'appelle Les configurations de la Terre, l'image de la Terre, dans lesquelles il rectifie les données de Ptolémée. Et elle nous donne une série de cartes, comme Ptolémée exactement. Elle donne une série de cartes. Malheureusement, les cartes sont pratiquement toutes perdues, sauf quelques-unes. Moi, j'ai réussi à avoir ici, dans l'édition que j'ai chez moi, les cartes de la source du Nil. Et vous voyez comment c'est précis. Voilà les cartes. Voilà les bassins méditerranéens. Voilà ici les deltas du Nil. À ce moment-là, elle avait plusieurs branches de les deltas. Maintenant, c'est réduit à 2. Et voyez ici. Ici, vous avez les premières cataractes, les deuxièmes cataractes. Et puis, vous avez ici les sources du Nil. Le lac Albert et le lac Victoria qui se trouvent en Ouganda aujourd'hui. Les Arabes ont toujours appelé ça les montagnes de la Lune. Je ne sais pas pourquoi, quelle est la raison de cette nomination, mais les cartes aussi précises qu'on peut les faire au 8e siècle. Voilà, et vous avez ici les divisions par climat. Voilà le premier climat, le deuxième climat, et troisième climat, ainsi de suite. Ça, c'est le point de départ après les géographiens de Ptolémée. Le calife al-Ma'moun, que je viens de citer à propos de la circonférence de la Terre, il demande à ces cartographes, à ces géographes, à ces mathématiciens, à ces astronomes de faire les cartes du monde. Vous savez, c'était à peu près une obsession chez beaucoup de souverains, jusqu'à très récemment. Vous savez, on demande au cartographe, à son cartographe, aussi cartographe, de faire une carte du monde pour que le souverain sent que ses propriétés, que c'est son domaine, quel monde lui appartient. Nous avons ça en Belgique avec Léopold II, avec le Congo. Nous avons par exemple une collection de cartes du Congo impressionnante. Ce n'était pas fait comme ça, c'était pour satisfaction aussi l'ego de certains souverains. Voilà les cartes des mondes faites à l'époque du début du 9e siècle, fin du 8e siècle. Cette carte n'existait pas, mais nous avons les données des tables del Khawarizmi qui nous permet de suivre
les traces de ces données pour former cette carte. Comme vous voyez ici, voilà les Nils. Voilà ici les péninsules arabiques, le golfe Persique. Vous voyez ici l'océan Indien. L'Afrique termine ici. Bien sûr, les courbes est très exagérée, mais néanmoins ne joint plus à l'Asie. Bien sûr, parce que les Arabes sont navigateurs, sont navigués ici. Ils savent qu'il n'y a rien qui joint les deux côtés. Tandis que les Grecs sont restés enfermés quand même dans les bassins méditerranéens, notamment à l'époque hellénistique. Nous ne sommes plus maintenant à l'époque des grands voyageurs, ni comme Hérodote, etc., ni à l'époque des expéditions comme j'aurais dit Bonaparte, d'Alexandre le Grand. Donc, ici, nous avons les cartes qui étaient faites et publiées par Fouad Sizgin, le directeur de l'Institut d'histoire des sciences arabes et islamiques à l'Université de Francfort, basées sur les données des El-Khawarizmi et ces tables que nous avons vues ensemble au début de cette communication. El-Khawarizmi nous donne les coordonnées des 545 localités, plus que nous avons des Ptolémées, les 8000 comme je vous avais dit. Autre tâche, ici je serai un peu très bref. En réalité, j'ai préparé pour vous plusieurs cartes des mondes, mais enfin je vous donne encore une ou deux très célèbres. Par exemple, à côté de la carte del Ma'moun, nous avons une autre carte de certains Qurra ibn Kamtiya, cette carte était attribuée fautivement à Sabit ibn Qurra, le grand mathématicien et astronome harranien. Donc arabe de Harran. Harran se trouve maintenant en Turquie, mais à ce moment-là, c'était une partie de la Mésopotamie, de l'Irak d'aujourd'hui. Nous avons cette carte ici, était très célèbre, et nous avons les descriptions ici de Ibn Nadim, c'est un bibliographe arabe du Xe siècle qui a vu les cartes lui-même. Il affirme avoir vu les cartes. Il décrit comme tracées sur du tissu de brocart et coloriées avec d'encre de différentes couleurs. Nous avons aussi une carte qui était faite pour les califes fatimides, El Mu'izz au Caire. El Makrizi, l'historien arabe célèbre, il a vu cette carte. Aussi, elle parle d'une merveille d'exécutude. Et quand on compare avec Ptolémée, on rend compte que les données de Ptolémée sont inférieures, sont beaucoup plus fautifs que les cartes d'El Mu'izz, ces califes à qui ces cartes étaient attribuées. Voilà, ici j'ai d'autres cartes, mais enfin je vais laisser ici parce que le temps quand même avance vite. Et je vous parle d'autres types de cartes. Ici, ce sont les cartes du monde. Autre type de cartes dans le Moyen-Âge islamique sont les itinéraires. Ce sont des cartes abstraites. Vous n'avez pas ce que vous voyez ici. Vous avez des cartes schématiques qui étaient faites pour un but précis, bien déterminé. Soit pour la poste, le courrier, les étapes dans lesquelles il faut que la poste arrête pour livrer le courrier, soit pour le marche de l'armée, soit l'étape pour une caravane qui va d'un point A à un point B, et notamment le pèlerinage,
ou des voyages de commerce. Ce sont des cartes tout à fait, je vous montre ici un exemple de ce type de cartes. Oui. Vous voyez, vous avez des cercles, vous avez des courbes, vous avez des lignes droites d'un point à un autre. Vous avez ici le côte des bassins méditerranéens avec les différentes localités côtières. Et sont des cartes à utiliser comme les plans des villes aujourd'hui, comme le plan des métros. Comparez ça avec le plan des métros. Ça donne exactement les mêmes aspects pragmatiques, usuels, qui c'est fini avec l'usage des cartes. Quand je descends dans les gares de nord, je prends les plans des métros et en partant vers Bruxelles, bon, pour moi c'est terminé. Moi je les regarde parce que bon, je travaille dans l'histoire de cartographie, mais enfin quelqu'un d'autre mettait ça dans les premières poubelles et c'est terminé. Eh bien c'est exactement ça. Nous avons ici donc ça m'a fait penser, et c'est ma femme qui m'a, parce qu'elle a fait le classique, elle m'a fait penser à ces très célèbres les tables Pittinger. Si vous vous souvenez, sont des tables des marches de l'armée romaine. Elles sont exactement les mêmes types des cartes d'un point à l'autre, et vous voyez, il n'y a pas ici ni une projection, ni longitude et latitude, ni des climats. Il n'y a rien. C'est comme, je vous invite chez moi à Bruxelles, vous êtes les bienvenus, et je vous dis, voilà, vous descendez dans les gares centrales, vous prenez ce rue et je vous fais un plan pour arriver jusque chez moi. C'est exactement les mêmes types de cartes. Mais enfin, elle occupe place importante dans l'histoire des cartographies du Moyen-Âge islamique, mais néanmoins, il faut quand même reprocher ce style tout à fait géométrique et abstrait. L'autre type de cartes, c'est le troisième, ce sont des cartes destinées pour, je dirais, pour le culte islamique. Elles font partie de ce que David King appelle aujourd'hui la géographie sacrée de l'islam. Ce sont des cartes, le but de ces cartes, c'est montrer les directions de la Mecque, de n'importe quel endroit dans le monde musulman. C'est à cause de ça, ces cartes, par exemple, elles n'arrivent pas après les parallèles 60 en disant, un de ces géographes dit, mais il n'y a pas de musulmans là-bas, pourquoi je fais les cartes? Donc on arrête dans le monde musulman, parce que le but, c'était avoir les directions de l'Qibla ou de la Mecque vers lesquelles chaque musulman doit se diriger pour faire les prières. Et maintenant, il y a toute une équipe à l'université de Francfort, François Charette, David King lui-même et des autres de ses disciples et ses élèves en train de travailler sur les cartographies. Et je vous montre ici un exemple. Mais avant ça, j'ai encore, pour cette série de cartes abstraites, voilà une carte de Loardie du XIVe siècle. Vous voyez les lignes droites, les courbes, les semi-cercles, les cercles complets, etc. Mais les cartes qui désignent ou indiquent les directions des voilà ici la Mecque qui se trouve au centre de l'univers, et vous avez ici les différentes directions
Parce que vous savez, les Kaaba, donc ces bâtiments noirs que vous voyez à la télévision de temps en temps pendant les périodes des fêtes musulmanes, les grandes fêtes musulmanes, etc., c'est orienté géographiquement. Ils correspondent exactement aux les 4 points cardinaux. Et vous avez ici. Et puis vous avez les différentes directions du monde musulman et les calculs qui permettent, dans le reste de le travail, les calculs qui permettent que chacun trouve la direction de sa localité vers la Mecque. Et ici, je vous donne encore deux cartes, de ces types de... Voilà. Ce sont 2 cartes différentes. Excusez-moi. Oui. Et exactement les mêmes techniques, les Kaaba se trouvent au milieu, et puis vous avez les différentes orientations selon les données géométriques et les données cartographiques de chaque localité et les directions que chacun... Vous allez voir comment on parle, avoir la direction. C'est par l'astrolabe, bien sûr. C'est l'astrolabe qui, à cause de ça, chaque mosquée en Orient, jusqu'à très récemment, elle avait, c'est quelqu'un qui s'appelle El Muakkad. El Muakkad, c'est lui, on appelle ça en anglais, the timekeeper, c'est lui qui, le gardien des temps. C'est lui qui a l'astrolabe dans sa position, l'astrolabe, les tables astronomiques, etc., qui le permet de prendre les directions de la Mecque chaque fois qu'il y a les prières. Bien sûr, il ne fait pas ça chaque fois. Une fois, c'est des tracés, parce que pas nécessairement que le mosquée lui-même est orienté vers le Kaaba. Pas nécessairement, comme beaucoup de gens pensent. Beaucoup de mosquées ne sont pas bien orientées. Se fait selon les traditions locales, selon cette légende. Si on prend les directions du sud, on arrive au Kaaba, donc ça doit être vers le sud. Ce n'est pas vrai. Et voilà les preuves que vous avez ici. Et d'ailleurs, ça explique cette révérence pour ces cartes, les décorations autour et les soins particuliers du point de vue calligraphique, du point de vue même miniaturiste ici. Voilà, ça c'est un type de carte. Jusque très récemment, nous étions tous et toutes pris par une surprise. Nouveau type de carte vient d'apparaître. Et à l'état actuel, nous n'avons que 2 cartes de ces gens-là. Et ce sont des cartes destinées aussi pour avoir les directions de la Mecque selon n'importe quelle localité géographique. Ces 2 cartes, les premières s'étaient trouvées par David King lui-même à 1989 et le deuxième était trouvé par un collectionneur, comme beaucoup de collectionneurs, comme vous savez, n'envie pas donner son nom, on le comprend, à cause des fiscs, etc. Oui, c'est très grave, mais enfin bon. Enfin, il ne faut pas dire mal aux collectionneurs parce qu'une fois ils ont confiance à vous, ils disent tout, hein, mais enfin, quand même, ils sont très prudents parfois. Le deuxième, c'était découvert par un collectionneur à 1995. Donc, 90, vous savez, c'est 70 plus 20, hein, si vous pouvez faire les calculs. 1995, et ce collectionneur éclairé, homme des grandes cultures, il a permis des savants de travailler sur sa carte, en toujours gardant les anonymités. Voilà, ces cartes, elles nous donnent, et voilà, je vous montre ici les premières qui étaient trouvées, donc à 1989. Sur un disque en étain.
donc comme un astrolabe. Et vous avez ici les règles qu'on appelle ça en arabe et dans toutes les langues européennes, c'est dans la nomenclature cartographique ou astronomique, on s'appelle ça l'alidat. L'alidat ici est graduée, mais je n'ai pas une photo meilleure que ça dans ma position. C'est David King qui m'a fourni une grande reproduction de cette carte. Et vous avez ici les noms et les placements de chaque localité. Et en tournant l'alidat, vous pouvez lire sur l'alidat la direction de la Mecque. Ici, bien sûr, elle avait une boussole, mais la boussole est disparue. Tandis que dans les deuxièmes cartes de ce type, à peu près exactement la même chose. La boussole, elle est toujours là. Et fonctionne exactement dans les mêmes façons. C'est donc les cartes de la direction de la Mecque. David King il a publié un ouvrage en grand quarto, donc à peu près 40 cm de hauteur, 638 pages sur ces deux instruments seulement. Ce sont des... je vous donne le nom de l'ouvrage si ça vous intéresse. Ça s'appelle World Maps for Finding the Direction to Mecca. C'est imprimé chez Brill à Leiden. Ces deux cartes viennent de l'époque safavide. Safavide, c'était les dernières dynasties islamiques du Moyen-Âge en Iran. Et l'époque, c'est entre les 16e et 17e siècles. Donc, si tardif que ça. C'est les seules deux cartes. C'est possible que se trouvent dans nos musées, dans nos collections privées et publiques, des exemplaires de ces traditions, parce que ce n'est pas possible d'avoir... Ici, c'est quelque chose d'intéressant ici, que tous les parties mathématiques et astronomiques sur lesquelles cette carte est basée, c'est déjà se trouve dans l'histoire de les mathématiques et de l'astronomie, et ça je signale ça avec plaisir à Ahmad Jabbar, se trouve dans l'histoire de les mathématiques et l'astronomie entre le 8e et 9e siècle au monde islamique. Donc ici, du point de vue mathématique, il n'y a rien de neuf. C'est les réalisations, c'est mettre ça dans une façon si pratique et si élégant aussi. Voilà un peu bien sûr arrivé à une conclusion de ce que je viens de préparer pour vous, que les cartographies du Moyen-Âge islamique fait partie aussi de la cartographie occidentale parce que tout ça, ou la majorité de tout ça, était communiqué en Occident, bien sûr par deux voies. Vous allez avoir ça pendant les deux autres sciences, par l'Espagne, notamment Tolède, et par les Siciles, notamment Palmyre, et encore par le sud de l'Italie. Je vous donne un exemple ce n'est pas méchant de ma part, hein, parce que je vais vous faire quand même comprendre pourquoi je les cite. Nous avons en Belgique un très grand mathématicien, constructeur d'instruments scientifiques, un très grand cartographe et astronome qui s'appelle Guim Frisius. Frisius, le fait qu'il vient de Frise en Hollande, c'est d'origine hollandais, qui était un professeur à l'université de Louvain. Vous savez, Louvain en Belgique était fondé à 1424, bien sûr après la Sorbonne. L'université de Paris, pardon, pas la Sorbonne, l'université de Paris.
Guy Mafrecius nous laisse un travail remarquable que se trouve dans beaucoup de bibliothèques publiques en Europe. Nous avons 2 exemplaires à la Bibliothèque royale de Belgique à Bruxelles, certainement se trouve à la nationale sans problème, qui s'appelle Astrolabus Catholicus. Catholique ici, c'est-à-dire universel. Ce n'est pas bien sûr rien à voir avec la religion. Dans lequel Guy Mafrecius, il prétend qu'il a créé lui-même ce que nous appelons les astrolabes universels, c'est-à-dire un astrolabe qui contient une seule disquette. Un livre disquette maintenant pour l'ordinateur. Non, c'est pas ça, un disque. À la place d'avoir 5, voire 6 ou 7 disques. Je n'entre pas dans l'histoire de l'astrolabe, peut-être Ahmed Jabbar, parce que d'ailleurs ça occupe de l'astrolabe depuis certain temps. S'il peut vous expliquer c'est quoi un astrolabe. Donc c'est un instrument, l'astrolabe classique, planisphérique, avec les 4 et 5 disques, comme je vous avais dit. Sur chaque disque, il y a une projection stéréographique pour utiliser l'astrolabe. Mais ce n'est pas ça, ça m'intéresse. Donc nous avons ici au XIIe siècle, en Espagne, certain Ezzarkali, qu'il va inventer ce que nous appelons dans la littérature du Moyen-Âge occidental Safi et Ezzarkali, c'est-à-dire les disquettes ou les disques d'Ezzarkali, c'est-à-dire un astrolabe qui n'a pas besoin qu'il y ait un seul disque, et pas les 6, 5, 7, 8 parfois. Donc rendre l'astrolabe très maniable, très léger, moins coûteux, très bon à la portée de beaucoup de monde. Je ne dis pas à tout le monde, parce que l'astrolabe quand même reste un très cher, et il facilite, et à côté de ça, bien sûr, les génies mathématiques et astronomiques derrière. Eh bien, Guy Mafrecius prétend que c'est lui qui a inventé cet astrolabe. Nous sommes avec Guy Mafrecius ici, au début du XVIe siècle. Et mon ancien patron, mon ancien maître, Henri Michel, qui était spécialiste de l'astrolabe, j'ai appris mon métier avec lui. Il dit dans son travail qui est devenu classique, qui s'appelle les traités de l'astrolabe, tout court, que Guy Mafrecius, il mis entre guillemets, oublié que les Arcales, il a fait ça au IIe siècle. Guy Mafrecius n'a pas oublié, mais il n'avait pas les rigueurs scientifiques que nous avons aujourd'hui, les droits d'auteur, les plagiats et tout ça, il n'avait pas. Donc c'est pour vous dire que beaucoup des éléments que je viens de signaler aujourd'hui est pénétré dans l'histoire de la cartographie, l'histoire de l'astronomie occidentale. Il y a un historien de cartographie qui a fait une remarque très judicieuse en disant que c'est depuis que les écrits des Arabes en cartographie et en astronomie étaient traduits en latin, s'est créé une période de perplexité et de confusion totale parce qu'ils sont concentrés sur Ptolémée et maintenant ils ont des données contre Ptolémée, anti-ptoléméennes. Et c'est ça causé effectivement dans l'histoire de la cartographie occidentale, je dirais à la Renaissance, jusqu'au début de l'état moderne, il y a une confusion due à avoir les deux sources, arabes et grecques hellénistiques. Je vous remercie bien.